Rapide tour de table, on a ici Mathias de chez Ardian, Marlène de chez Genvia. Ardian, juste un mot, asset manager, private equity, plus de 100 milliards sous gestion. J'en dirai pas plus, je pense que beaucoup connaissent Ardian. Marlène, donc chez Genvia, une société qui développe des nouvelles générations d'électrolyseurs. Donc on prend de l'électricité pour en faire de l'hydrogène, pour simplifier. Ensuite, on a Antoine Rostand de chez Kairos, imagerie satellite pour mesurer tous les flux liés à l'énergie et aux émissions de CO2, méthane et autres. Nous avons ensuite Gérard, CDO d'Engie. Je ne me suis pas trompé, vous me corrigez, c'est ça? Engie, on ne va pas forcément avoir besoin de décrire l'activité, grand leader mondial dans ce qui est sujet de transition énergétique. Et puis pour finir, Bernard de chez Microsoft, CTO France de Microsoft, qui nous explique. Bon, Microsoft, on ne va pas expliquer de quoi il s'agit. Cela dit, Microsoft, on ne sait pas forcément qu'il y a des gros sujets de décarbonisation du digital et une volonté de pousser le curseur assez loin puisqu'il s'agit de décarboner même le passé. On reviendra dessus. Et avec moi en tant que modérateur, Emmanuel Nazarenko du BCG. Voilà. Bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est moi qui poserai la première question et elle sera pour Antoine. Comment aidez-vous vos clients à identifier les émissions de gaz à effet de serre? Concrètement, expliquez-nous en quoi consiste le business de Genvia. De Kairos. Donc effectivement, chez Kairos, on mesure l'impact de l'activité humaine par satellite. Donc que ce soit par exemple la déforestation, l'usage de matières premières ou la production de gaz à effet de serre ou la séquestration de carbone. En ce qui concerne la mesure des gaz à effet de serre, donc on fait ça par satellite. Donc le principe est simple, les gaz ont une absorption spectrale particulière, donc en particulier dans l'infrarouge pour les gaz qu'on ne voit pas, comme le CO2 ou le méthane. Donc il y a des satellites qui sont sensibles sur cette bande-là et on est capable de mesurer donc la quantité de tel ou tel gaz dans l'atmosphère sur une colonne. Et ensuite, on va utiliser des modèles atmosphériques avec les modèles de vent pour faire une inversion et déterminer d'où vient ce gaz que nous avons pu observer dans l'atmosphère. L'intérêt, c'est qu'on peut enfin détecter le méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, qui est pratiquement 100 fois supérieur au CO2, qui représente presque la moitié du réchauffement à court terme de la planète et qui jusqu'à présent était inconnu. On était incapable de savoir d'où il venait, quelles étaient les sources et qui en étaient responsables. Aujourd'hui, on est capable d'identifier les responsables des grandes fuites de méthane et donc de mettre en place une législation qui va interdire ce genre de pratiques. C'est un peu des dégazage sauvages, hein. Ça correspond à l'homo cocadis. Il y a des quantités de gaz qui sont relâchées dans l'atmosphère gigantesques. Jusqu'à présent, on ne les voyait pas. Maintenant, on les voit. Et nos clients, c'est les gouvernements pour mettre en place la législation, c'est les investisseurs pour mesurer leurs risques climatiques dans leurs propres investissements, et les industriels quand ils sourcent de l'énergie pour s'assurer qu'elle était produite proprement. Restant sur la question des émissions de gaz, Bernard, chez Microsoft, vous avez pris une décision remarquée il y a maintenant plus d'un an, janvier 2020, autour de la compensation seulement des émissions du moment, mais aussi de toutes les émissions passées, donc une forme de compensation, aller au-delà de la neutralité, compensation négative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la décision et comment? Pourquoi la décision? Parce qu'évidemment, on se sent concerné, je pense comme chaque citoyen de la planète Terre. Et dans la mesure où on est quand même au cœur de toute une série de technologies, l'objectif, c'est d'aller au-delà de ce que l'on doit faire, si on respecte simplement la loi. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que, à partir de 2030, et on a commencé d'ailleurs avant, on commence à capturer plus de gaz à effet de serre que l'on en produit. Donc l'année dernière, en juillet 2020, on a émis un appel d'offres un peu original qui consistait à trouver une technologie qui nous permettrait de capturer 1 million de tonnes en un an. Et donc en fait, on est arrivé au mois de juillet 2021 et on a effectivement capturé largement plus que 1 million de tonnes. Et l'objectif, c'est qu'en 2050, on ait la possibilité de
recapturer la totalité des émissions de gaz à effet de serre de Microsoft depuis sa création, donc depuis 1975. C'est en tout cas l'objectif au moins chiffrable qu'on s'est donné. Mais comme on va évidemment développer plein de technologies qui vont permettre de le faire, l'idée c'est de faire en sorte que ces technologies soient ensuite utilisables par l'ensemble du marché et pas seulement par nous, parce que ça n'a pas de sens. D'accord, là on comprend l'approche volontariste. J'ai une question pour vous, Mathias, en termes de contraintes de reporting quand on est un gérant de fonds infra. Comment ça marche? Est-ce que ça pèse déjà? C'est une contrainte forte pour vous? Alors, je vais prendre le micro. Oui, effectivement. Vous m'entendez? Oui. Donc en tant que gérant, effectivement, nous sommes soumis de plus en plus à des réglementations justement visant d'abord à être beaucoup plus transparent sur l'impact que l'on a, l'impact ESG. Là-dessus, il y a plusieurs réglementations. En France, celle de 2015 sur la transition énergétique qui s'applique à nous, puis le décret de cette année qui vise justement au niveau d'information que l'on doit donner à nos investisseurs et les investisseurs eux-mêmes doivent donner. Il y a des réglementations au niveau européen et bien sûr des réglementations au niveau mondial qui s'appliquent aux institutions financières, ce qui s'appelle Financial Stability Board. Mais finalement, en tout cas de plus près, non, j'imagine. En fait, chez Ardian, nous avons anticipé le mouvement, souvent sous disons, l'exigence et le dialogue avec certains de nos investisseurs, plutôt peut-être que les autres, puisqu'en 2008, nous avions déjà une politique ESG. En 2009, nous avons été un des premiers signataires, ou le premier signataire en tant que gérant des UNPRI. Tous nos fonds, toutes nos activités ont la note maximum en termes de qualification des UNPRI, donc le A+. Donc c'est quelque chose que l'on a fait de manière, d'abord parce que c'est une conviction, et ensuite parce que peut-être plus que les autres, nous avons anticipé que ça allait être un sujet important pour l'ensemble de nos investisseurs. Plus particulièrement dans tout ce qui est émissions, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mener dans l'infrastructure. Nous avons été un des tout premiers fonds à mesurer l'ensemble des émissions de chacune de nos participations. Donc chacune de nos participations nous donne et nous calculons les émissions pour chacune de nos participations et nous établissons des objectifs de décarbonation pour l'ensemble d'entre elles qui soient conformes ou compatibles avec la trajectoire des accords de Paris. Donc c'est assez ambitieux. Les managements de nos sociétés, que ce soit les aéroports, les autoroutes, les centrales électriques, les utilities, les managements sont incentivisés, bien sûr, sur la performance financière, c'est notre métier, mais aussi sur des critères de réduction des émissions. Donc pour nous, c'est vraiment à la fois une conviction, et puis surtout, je pense que les entreprises qui ne seront pas efficientes d'un point de vue carbone, alors aujourd'hui c'est peut-être plus évident, mais il y a quelques années, ce discours était peut-être moins compris, elles seront forcément dévalorisées. Donc il y a une destruction de richesse pour l'actionnaire, et bien sûr pour la communauté, pour ces entreprises qui seront finalement, qui auront un coût de capital plus élevé. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, le coût de capital pour une éolienne ou un panneau solaire n'est pas le même que pour une centrale à charbon. Donc ça, c'est probablement là où nous, financiers, pourrons peser le plus, c'est de canaliser l'épargne avec des coûts les moins élevés vers les actifs et les activités les plus vertueuses. Beaucoup d'ambition de réduction, on voit ce qu'il faut réduire, on voit aussi l'étendue de ce qu'il y a à faire. On est aujourd'hui là pour parler de technologie et de quelle peut être la contribution de la technologie à tout ça. Je me tourne vers un fournisseur de solutions, Engie. Comment est-ce que vous exploitez la technologie et qu'est-ce que vous mettez très concrètement à disposition de vos clients pour les faire aller dans le bon sens en termes de réduction d'intensité et ou d'émissions? Alors, juste deux petits éléments de contexte avant de répondre directement à la question. Donc, effectivement, la transition énergétique est au cœur de la stratégie d'Engie. Ça a démarré il y a plusieurs années avec la précédente direction et ça se poursuit et ça croît et embellit avec la nouvelle direction d'Engie depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, ça fait partie de la raison d'être de l'entreprise et avec un objectif de net zéro carbone en 2045. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, côté digital, data et technologie, avec nos équipes, on œuvre à la transition numérique. Et c'est de se dire comment, finalement, nos technologies peuvent aider à atteindre ces objectifs. Alors,
vis-à-vis de nos clients, bon, je dirais deux grandes catégories clients, le retail, le B2C, et puis le B2B. Donc sur le retail, ça se concrétise par différentes solutions. Déjà des solutions qui peuvent paraître assez simples, mais qui sont quand même très efficaces, autour de la maîtrise de l'énergie, et la maîtrise de la consommation d'énergie pour nos clients. Donc là, on a développé beaucoup de solutions qui permettent de faire de la prévision de consommation, qui permettent de faire du benchmark aussi de consommation. Et ça a été aussi facilité par le déploiement du smart metering, que ce soit en électricité avec Linky ou en gaz avec Gaspard, parce que du coup, on a beaucoup plus de données. On peut aussi, par exemple, décomposer les courbes de charge pour faire ce pilotage par grand poste de consommation. On œuvre aussi, alors c'est un peu plus balbutiant, mais sur tout ce qui est communauté d'énergie, self-consumption. Et là, la technologie, elle est importante. On a plusieurs expérimentations, notamment à l'île-Dieu. Donc justement, sur une île, c'est assez pertinent de mettre des panneaux solaires sur certaines maisons, celles qui produisent le plus parce qu'elles sont mieux exposées, elles ont des surfaces de toiture plus importantes, et mettre en place tout un système de microgrid, de production, de consommation, avec de l'IA pour prédire la consommation, avec de la blockchain aussi pour avoir un tiers de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Voilà, donc voilà ce type d'exemple. Et puis dans le B2B, pour aller très vite, ça va de moyens de traçabilité de la décroissance carbone de nos clients, depuis le diagnostic départ, la fixation d'objectifs et des outils qui permettent de tracer la décroissance avec le suivi des KPI qui ont été fixés, jusqu'à des plateformes plus opérationnelles qu'on développe par exemple dans des universités, en particulier aux États-Unis, où là on met à disposition de nos clients, que ce soit les gestionnaires de ces universités ou les étudiants qui vivent dans ces universités, les moyens de maîtriser et de piloter en temps réel leur consommation d'énergie. Merci Gérard. Alors, optimisation comme ça de réduction de consommation. Une question, Marlène. Comment on fait pour produire plus d'hydrogène avec moins d'électricité? Oui, alors moi, je vais vous emmener sur un terrain vraiment deep tech. Peut-être pour revenir en arrière, pour décarboner, pour le net zéro, il faut de l'hydrogène, beaucoup d'hydrogène. On en consomme 70 millions de tonnes maintenant. Mais si on se projette, il faudra multiplier ce chiffre par 7 à horizon de 20 ans. Et évidemment, il faut que ce soit de l'hydrogène décarboné, donc propre. Et la meilleure façon de le faire, pour reprendre ce que disait Julien, c'est de revenir à ces années de collège et de faire de l'électrolyse. Donc, si vous avez un trou, l'électrolyse, H2O, on prend une anode, une cathode, une électrolyte, et en sortie, on a de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors ça marche, c'est, encore une fois, vous l'avez fait sur vos paillasses à l'école, donc l'électrolyse, ça marche. Il y a des techniques qui sont matures et qui marchent maintenant. Maintenant, la technologie que ma société Genvia développe et mature, c'est une technologie qui marche avec de l'eau vaporisée, donc haute température. C'est ce qu'on appelle un solid oxide. Et donc le fait d'avoir de l'eau vaporisée à haute température, ça vous augmente les rendements. Les technologies actuelles, c'est environ aux alentours de 60%. La technologie solid oxide, c'est 80%. Ça veut dire que concrètement, pour produire la même quantité d'hydrogène, il faut beaucoup moins d'électricité. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que dans le prix de l'hydrogène, qui est in fine ce que le consommateur, enfin ce que le client va payer, dans le prix de l'hydrogène, l'électricité compte pour 70%. Donc c'est une composante non négligeable du prix. Et vous tournez les pages des journaux en ce moment avec toutes ces discussions sur le prix de l'électricité, vous vous dites effectivement, c'est quand même avantageux de réduire le prix de l'électricité. Un autre effet, c'est l'effet induit en termes de CAPEX. Vous avez besoin de moins d'électricité, vous avez besoin de moins d'infrastructures, désolé. Mais c'est quand même, ça vous accélère le time to market,
ça vous réduit le coût du projet in fine. Et donc, voilà, on a vraiment deux effets. Un effet qui n'est peut-être pas visible en premier abord, mais l'effet sur les infrastructures, il est très important. Donc voilà, donc la technologie, l'innovation, ça fait ça aussi, ça augmente les rendements et ça peut contribuer de façon très positive à l'économie d'énergie. Et en parlant d'économie d'énergie, Mathias, on arrive aussi à faire des économies dans les autoroutes avec un peu d'intelligence artificielle. Vous pouvez nous en parler ? Parlant de technologie, j'ai un peu de mal avec les micros. Non, effectivement, on avait fait il y a 2 ans, je crois, un séminaire, une conférence sur le thème de Digital for Climate, parce qu'effectivement, les infrastructures, que ce soit transport énergétique, sont parmi les premiers émetteurs en termes d'émissions, et c'est vraiment un sujet pour nous de veiller justement à réduire et que nos infrastructures, qui sont des biens quand même qui produisent des biens essentiels, qui sont quand même dans un qui produisent des biens essentiels et qui sont bien sûr sur le monitoring particulier des gouvernements et des États, d'être particulièrement vertueux et de décarboner nos sociétés. Donc on avait analysé tout un nombre d'initiatives permettant de décarboner nos infrastructures, dont celle de transport. Alors concrètement, pour celle de transport, nous avons pris plusieurs initiatives. Notamment, nous avons investi dans une start-up qui s'appelle Wintix, une jeune start-up française qui fait de la reconnaissance d'images, de l'analyse d'images, en fait, de la computer vision. Et en particulier, ils ont un programme qui s'appelle City Vision, qui permet notamment de monitorer toutes les smart mobilités, les vélos, les scooters électriques, tous les différents, et qui, par exemple, équipe toute la ville de Paris. La rue de Rivoli est équipée pour pouvoir analyser finement quel type et dans quel sens vont l'ensemble des nouvelles mobilités. L'idée est de favoriser l'émergence de ces nouvelles mobilités. Tout ça, c'est un exemple très concret, aider les villes à promouvoir les mobilités douces. Donc ça, c'est un exemple concret. On utilise aussi ce partenariat avec Wintix, dont nous sommes le principal actionnaire à part les fondateurs, pour accélérer nos entreprises. Je pense que c'est ça aussi notre rôle. Donc c'était moins un investissement financier qu'un moyen pour nous d'accélérer notre compétence et celle de nos entreprises. Nous sommes actionnaires à 100% d'une société deuxième réseau d'autoroutes au Portugal. Et nous avons, Wintix a développé avec cette société à HND, une analyse vidéo pour permettre de comprendre le covoiturage. C'est une situation, c'est assez complexe parce qu'il faut savoir, il n'y a pas que les passagers à l'avant, il faut qu'on considère aussi les passagers à l'arrière. Enfin, c'est une solution assez complexe, mais je crois que Wintix a vraiment la meilleure solution là-dessus. L'idée est d'introduire assez rapidement un péage qui ne soit pas juste au nombre de véhicules, mais qui tienne compte du nombre de personnes aussi, pour en fait incentiver les gens à prendre à faire du covoiturage. Une autre application, c'est que cette application aussi permet de mieux que les systèmes actuels de lecture de plaques ou de comptage mécanique des voitures. Elle permet non seulement de compter les voitures de manière beaucoup plus fine, mais de savoir quel type de véhicule c'est. Donc on voit là aussi à quel point la technologie peut nous aider à opérer beaucoup plus efficacement nos infrastructures. Enfin, nous avons développé en interne, il y a quelques geeks dans l'équipe, un système qui s'appelle Air Carbone ou Car Carbone, qui permet, alors de manière moins sophistiquée, ce que fait Antoine, l'émission de nos infrastructures. Donc ça, on se plug sur les API des aéroports pour effectivement, en temps réel, calculer le scope, et pas simplement le scope 1 et 2, donc les émissions directes, mais également celles des avions et des personnes qui viennent jusqu'aux aéroports, et donc donner une mesure en temps réel des émissions de nos aéroports. Donc notre volonté, ça on l'a déployé sur Turin, on l'a déployé sur Naples, on pense qu'on a une obligation d'être transparent sur les émissions de chacune de nos infrastructures, de manière à ce qu'il y ait un vrai dialogue avec les communautés environnantes, avec le gouvernement, de comment réduire l'impact, et ce n'est pas juste l'aéroport en lui-même, mais aussi comment gérer mieux le trafic aérien au sol ou autour des villes, mais aussi comment les gens viennent aux aéroports, comment sont aux aéroports, promouvoir les taxis ou plutôt les taxis électriques ou les transports en commun pour réduire le bilan carbone de l'aéroport globalement.
Donc, beaucoup d'opportunités de réduire les émissions, de les optimiser en utilisant la masse des données disponibles et avec des chaînes de traitement puissantes et qui ne cessent de se sophistiquer. Mais le stockage des données, le traitement des données en soi, c'est aussi un facteur de consommation d'énergie et d'émissions. Mais les acteurs s'emploient à le travailler et à le réduire. Bernard, vous pouvez nous dire comment vous mobilisez la technologie pour traiter ça? La technologie et le reste, d'ailleurs. Quand on regarde un tout petit peu le numérique, qu'est-ce que représente le numérique à l'échelle de la planète? Ça représente à peu près 4,2% de l'énergie globale, à peu près 3,8 à 4% des gaz à effet de serre et à peu près 0,2% de l'eau. Donc c'est quand même assez considérable. En sachant, et ça fait partie des paradoxes que de temps en temps on oublie, que la principale part de cette consommation se fait au niveau de nos terminaux. Donc de nos téléphones, de nos tablettes, de nos PC, Mac, etc. Donc souvent on dit que c'est dans les data centers, là où on consomme les données, etc. Mais en fait, c'est malheureusement au niveau des terminaux de chacun, surtout qu'en général, on en a quand même beaucoup chacun. Bref. Donc qu'est-ce qu'on fait pour essayer de progresser dans ce domaine? On a parlé du stockage des données. Donc le stockage des données est appelé très probablement à des révolutions extrêmement importantes dans un futur proche. Aujourd'hui, vous savez qu'on stocke les données sur des disques rotatifs. Donc en fait, on fait tourner des disques, on a des têtes de lecture qui lisent le contenu des disques. En fait, on va remplacer ce type de dispositif par l'utilisation de stockage à l'intérieur de structures à base d'hologrammes qui seront enregistrés à travers des faisceaux d'interférences laser, de telle façon qu'on ait à la fois une bien meilleure densité de stockage, mais que surtout on n'ait plus à déplacer quoi que ce soit, puisqu'en fait, on va enregistrer l'information dans on va dire un cylindre de verre. Et donc, en fait, on n'aura plus la nécessité de déplacer quoi que ce soit. Donc, en fait, on va avoir une économie énergétique considérable. Toujours dans la même lignée qui est d'utilisation de l'optique, on est aussi sur la base d'une révolution importante. Vous savez que pour transporter les données, on passe en général par ce qu'on appelle des routeurs qui permettent de déterminer par quel chemin on doit passer pour traverser l'Internet. Aujourd'hui, les routeurs sont fabriqués avec du silicium, donc des processeurs qui sont fabriqués avec du silicium. Donc l'idée, c'est de changer ce paradigme, puisqu'en fait, le paradigme en question, il est un peu bizarre. On arrive avec un photon, on transforme le photon en électron, et on transforme à nouveau l'électron en photon, ce qui est un peu stupide. Donc en fait, l'idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en photonique de bout en bout, et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de router des informations à travers un routeur qui soit entièrement sur de l'optique sur silicium, mais qui en fait serait à base d'optique. Et en fait, ce genre de technologie a aussi un intérêt majeur en termes de consommation énergétique, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, dans un data center, rien que le coût des routeurs et du réseau d'une manière générale, c'est à peu près 15% de l'énergie électrique qui est consommée. Donc c'est considérable. Donc c'est ce genre d'innovation qui permet d'imaginer que le stockage des données devienne de moins en moins coûteux. Au départ, ça sera des technologies qui seront réservées à des grosses machines, donc plutôt des data centers, mais on peut parfaitement imaginer que ce genre de technologie remplace les SSD que vous avez aujourd'hui dans vos smartphones ou dans vos tablettes, pour prendre cet exemple. Donc voilà deux exemples de technologies qui sont en train d'arriver pour remplacer toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Donc beaucoup de données à traiter. Et Antoine, en parlant de données, chez vous, vous les utilisez aussi pour conseiller ou accompagner les gouvernements pour monétiser éventuellement leur capacité d'absorption. Vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, on va publier là, dans les semaines qui viennent, pour la première fois au monde, une quantification de l'ensemble du carbone contenu dans la biomasse au niveau mondial, grâce à un satellite passif de micro-ondes qui permet de quantifier la quantité de carbone au-dessus du sol. Donc avec ça, donc c'est quelque chose qui est très fiable, qui remonte, on a 7 ou 8 ans d'historique,
Et donc, on est capable, pour un gouvernement, notamment dans des zones tropicales, de quantifier la quantité de carbone qui est dans leur biomasse et de voir si les projets de reforestation ou de séquestration carbone, qui sont la base des offsets utilisés par énormément d'entreprises, sont réels ou pas. Le problème des offsets aujourd'hui, ils sont payés très peu cher parce qu'en fait, ils ont très peu de valeur, parce qu'il y a la vérification du fait que la reforestation n'a pas été faite au détriment d'une déforestation à un autre endroit était impossible avant le type de données que nous sommes en train de créer. Donc là, ça permet à des États d'avoir une vraie stratégie de monétisation de leurs ressources naturelles, qui est la capacité d'absorber du carbone, et d'aller chercher des prix du carbone qui sont plus proches des marchés, donc plutôt 60, 70 euros la tonne, alors qu'aujourd'hui, on leur propose 5 $ la tonne sur les projets des Nations Unies. Donc il y a des capacités d'absorption très importantes de carbone dans un certain nombre de pays. Et nous, on discute avec les gouvernements pour leur donner l'idée de gérer cela. Ils avaient des offices des hydrocarbures, maintenant il va y avoir un office du carbone, et ils vont pouvoir payer les agriculteurs pour qu'ils ne coupent pas leurs arbres. Aujourd'hui, le drame dans la forêt, c'est qu'on coupe les arbres pour planter du manioc, du riz, de la palme. Si on est capable de quantifier ce carbone et donc de l'attribuer à une parcelle, ce qu'on peut faire, on peut ensuite rémunérer les petits producteurs pour ce genre de services qu'ils rendent à nous tous. Donc c'est là une logique de quantification du carbone au-dessus du sol, d'attribution des parcelles de manière précise, et ensuite de créer une stratégie pays pour la monétisation de cette ressource naturelle. Donc émettre moins, absorber plus. Et émettre moins, ça passe notamment par l'évolution du mix électrique. Mix électrique qui, on voit bien, doit aller de plus en plus vers du renouvelable. Mais le renouvelable, ça reste difficile à maîtriser, présente un certain nombre de challenges, en particulier l'intermittence. Et là, la question se pose, Gérard, comment on fait pour intégrer l'intermittence dans les parcs électriques? Oui, donc par rapport à notre objectif de transition énergétique, il y a effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment moins consommer, puisque tous les exemples que je citais tout à l'heure, finalement, ils visent à consommer moins d'énergie. Mais l'autre volet de la transition énergétique, c'est changer les modes de production et donc effectivement se diriger vers du renouvelable, alors principalement du solaire, du vent, de la biomasse, de l'hydrogène aussi. Voilà, alors sur le problème pour un énergéticien comme nous, c'est effectivement cette intermittence, parce que quand on a une centrale au gaz, on brûle du gaz pour fabriquer de l'électricité, c'est un peu on-off, on le fait, on peut produire quand on veut, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc là, on a vraiment un vrai challenge avec cette gestion de l'intermittence, d'autant qu'on ne peut pas non plus multiplier, on le sait bien, à l'infini les moyens de production. Donc la réponse, enfin une des réponses, elle est dans l'optimisation maximale, tirer le maximum de profit, au sens production, des assets installés. Et là aussi, la technologie nous aide beaucoup. Alors par exemple pour le vent, pour les éoliennes, on a deux exemples qui sont assez illustratifs. Le premier, c'est la gestion du bruit et finalement le bridage, débridage de l'éolienne en fonction du bruit. Bon, nous, les éoliennes, elles nous sont livrées en standard avec des bridages classiques et qui tiennent compte des normes en matière de voisinage et en matière d'émissions de bruit. Et en fonction des conditions météo, du sens du vent, en fonction de la localisation du voisinage par rapport à l'éolienne et du croisement de ces deux dimensions, on peut, en temps réel, adapter ce bridage et ce débridage pour produire davantage, tout en respectant, d'une part, la réglementation et en augmentant la capacité de production de l'éolienne. Alors ça, c'est développer des algorithmes qui, en temps réel, font ce calcul de la propagation du bruit dans l'air, tiennent compte des données topographiques
et permettent d'ajuster en permanence ce bridage et donc d'augmenter la production. Sur le solaire, un deuxième exemple qui est aussi intéressant, et là il est vraiment sur la prédiction de la capacité solaire, de l'irradiance sur les panneaux solaires. Alors surtout dans les panneaux solaires B2B, hein, de grande ampleur. C'est très très important de pouvoir piloter cette production dans des logiques d'autoconsommation et dans des logiques aussi de microgrid. Donc là, on met en place tout un dispositif qui va de la maîtrise des moyens de production des panneaux solaires, de notre capacité à stocker ou pas l'énergie qui est produite dans des batteries, bien sûr d'être connecté au réseau pour soit soutirer de l'énergie quand on doit plus en consommer qu'on est en capacité d'en produire, ou d'injecter de l'énergie si on est dans le cas contraire. Et on arrive ainsi à gérer une économie finalement de l'énergie locale, incluant la production, incluant le stockage, l'injection ou le soutirage dans le réseau, et d'avoir une équation économique très intéressante parce que tout est optimisé au maximum. Et là, c'est aussi une IA qui permet en temps réel, en fonction du soleil qui fera dans 10 minutes, de prendre la décision de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais consommer, est-ce que je vais stocker, est-ce que je vais vendre. L'étape d'après, ce sera aussi de tenir compte des prix du marché pour aussi prendre une décision encore un peu plus sophistiquée qui tienne compte du prix de marché et notamment, est-ce que j'ai intérêt de stocker mon énergie et la vendre demain parce que les prix seront peut-être plus élevés ou vice-versa. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est sur vraiment l'usage encore une fois, ces technologies de la data. Il y a de la data de partout. Il y a de l'IA. Il commence aussi à avoir un peu de blockchain. Et c'est vraiment des exemples très concrets qui nous permettent de faire un peu de yield management sur nos assets renouvelables et d'optimiser au maximum ces assets renouvelables et, comme tu le disais, de contrecarrer un peu cette problématique d'intermittence. Merci Gérard. Donc l'intermittence, on peut jouer avec le stockage. Chez Genvia, est-ce que c'est le cas d'usage qui s'y prêterait le plus par rapport à votre technologie, Marlène? Alors, ça marche, oui. Donc bien sûr, on regarde comment coupler avec un électrolyseur avec les renouvelables pour améliorer l'intermittence, enfin pour compenser les effets négatifs de l'intermittence. Cela dit, spécifiquement sur notre technologie, elle est optimum quand il y a une chaleur fatale, donc quand la température est élevée. Et donc, les premiers cas d'usage sur lesquels on se concentre, ce que la data nous dit par ailleurs aussi, là où on sera les plus effectifs, c'est tout ce qui est industrie lourde. Donc, nos premiers cas d'usage, ils sont en direction de l'acier, de la cimenterie. Vous avez déjà vu à la télé peut-être des images de hauts fourneaux. Donc, vous pouvez imaginer la chaleur que ça dégage. Même chose dans le cadre du cimenterie. Donc, la priorité que l'on se donne dans le déploiement de cette technologie, c'est d'adresser ces cas d'usage parce que c'est là où on aura le plus d'impact. L'acier, chaque tonne d'acier produit 1,9 tonnes de CO2. L'acier représente 8% des émissions globales, donc c'est une priorité pour nous. Le ciment a d'autres applications parce qu'en fait, avec le ciment, on peut très bien valoriser l'oxygène ainsi que l'hydrogène. Donc ça fait partie de notre deuxième axe de priorité dans le déploiement de la technologie. On a la particularité, je pense qu'on en parlera après dans le reste du panel, d'avoir parmi nos actionnaires un cimentier. Donc on couvre toute la chaîne d'usage. Donc nos efforts sont dirigés sur la cimenterie. Merci Marlène. Bernard, on parle aussi d'hydrogène pour alimenter les data centers. On peut aller au-delà. Vous avez d'autres pistes pour décarboner les data centers ?
Alors oui, effectivement, on a en ce moment un prototype opérationnel d'un data center qui utilise des piles à hydrogène. En fait, dans un premier temps, notre objectif, c'est de remplacer les moteurs diesel qui viennent compenser une chute brutale de courant et faire en sorte que le data center puisse continuer de travailler sans aucune interruption. Donc il y a des batteries plus des moteurs diesel qui prennent le relais. Donc l'objectif, c'est de remplacer dans un premier temps complètement les moteurs diesel en question. Donc ça, c'est une piste qui est effectivement intéressante parce qu'on a à la fois un rendement qui est 2 fois supérieur au moteur thermique classique, avec finalement comme seule production résiduelle de l'eau. Cependant, pour essayer d'améliorer la question de la consommation énergétique des data centers, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire qui nécessitent de changer complètement la façon dont les data centers sont construits, et en particulier leur infrastructure de refroidissement. Donc en fait, on est en train de travailler sur une technologie qui consiste à immerger la totalité des cartes mères des serveurs dans des diélectriques qui sont portés à ébullition à l'intérieur de containers qui fonctionnent donc en circuit fermé. Donc dans cet environnement, on a une diminution de la consommation qui est au moins de 15%, et en même temps, on a des data centers qui sont de plus petite taille parce qu'en fait, on a la capacité de réduire complètement tous les circuits qui aujourd'hui servent d'une manière ou d'une autre à expulser la production de chaleur en dehors de ces data centers. Et donc, ça a beaucoup d'intérêt en sachant que comme ils fonctionnent en circuit fermé, on n'aura plus besoin du tout d'eau pour utiliser les effets adiabatiques qu'on utilise en général pour refroidir les data centers. Et donc le résultat, c'est effectivement une consommation inférieure, tout en ayant la possibilité d'augmenter la densité, ce qui dans un data center est toujours important parce que ça permet de mettre plus de capacité de calcul au mètre carré. Beaucoup de perspectives autour de l'hydrogène. Évidemment, l'hydrogène décarboné, donc avec tout ce que ça implique en termes de production électrique et en termes de technologie. Des perspectives qui sont assez considérables et également des besoins de financement qui sont massifs. Déjà des projets aujourd'hui. Mathias, peut-être une réflexion de financier ou de financeur sur ce monde de l'hydrogène en pleine ébullition. L'hydrogène, c'est un sujet qui me passionne depuis le début de nos investissements dans les renouvelables, donc au début des années 2000, lorsqu'on a commencé. Nous avons été le partenaire d'une famille italienne qui faisait des éoliennes, qui construisait des éoliennes, et il m'avait dit, donc c'était un grand monsieur, il m'avait dit, le futur, c'est l'hydrogène. Alors au début, bon, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, et effectivement, je crois qu'on a connu une vraie accélération récemment, parce que, effectivement, la méthode, la seule méthode réelle pour pouvoir stocker de manière efficace et industrielle les énergies intermittentes, c'est l'hydrogène. Nous, on a financé des batteries au Canada avec Enelix, mais les batteries ne permettent que de stocker de petites quantités relativement petites et surtout dans des durées assez courtes. Si on veut traverser les saisons, vous savez qu'on produit pas forcément au même moment qu'on consomme, c'est vraiment l'hydrogène qui permet de le faire. Donc, moi, je crois beaucoup à l'hydrogène, bien sûr, comme manière de stocker l'énergie. Donc, vous savez qu'à des moments donnés de l'année, les prix de l'énergie est négatif. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut produire des quantités significatives d'hydrogène au travers des électrolyseurs. Et puis, la décarbonation de tous les processus industriels qu'aujourd'hui, seul l'hydrogène permet de faire. Donc, par exemple, pour enlever le sulfure du diesel, pour la sidérurgie. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va changer non seulement accélérer la transition énergétique pour le stockage de l'énergie, donc toute construction d'électrolyseurs que l'on regarde, mais aussi à destination de l'industrie et la décarbonation de l'industrie. Alors la première chose évidente à faire, c'est d'abord de remplacer l'hydrogène gris, c'est-à-dire on produit, ça a été mentionné, 70 millions de tonnes. Il y a un facteur 9 en termes de carbone, c'est-à-dire que ces 70 millions de tonnes par an produisent 700 tonnes par an de CO2. Donc la première chose à faire, c'est de faire de l'hydrogène vert. Donc c'est tous ces projets qu'on regarde. Alors très concrètement, aujourd'hui, on a lancé des projets avec les entreprises dans lesquelles on investit. Alors on est actionnaire d'une utilité allemande, des principales utilités allemandes qui s'appelle EWE, qui a des différents projets intégrés d'ailleurs d'hydrogène. Donc ça va de la production d'hydrogène avec des petits électrolyseurs
au stockage. Ça se stocke très bien dans des cavernes salines, donc souterraines. Il y en a en Allemagne. Et également les pipes, l'utilisation des pipes existants pour acheminer l'hydrogène. Alors nous aussi, en partenariat avec EDF, on est l'actionnaire de Geocel, qui est le plus grand centre de stockage en France, qui est près d'un delta de Berre. Et c'est 9 millions de mètres cubes de stockage. On pourrait parfaitement stocker, bien sûr, de l'hydrogène demain là, mais surtout, il y a un étang, on pourrait imaginer de mettre des panneaux. On imagine de mettre des panneaux parce que c'est un projet qu'on a commencé à développer. Alors, c'est de l'eau saumâtre, donc il y a un petit problème technologique, mais ce n'est pas insoluble. Et surtout, c'est à côté de Fos, et donc c'est parfaitement relié aux raffineries, aux ports, et en fait à tout l'écosystème industriel de la région. Et puis récemment aussi, on a annoncé un accord avec A2A, une des principales utilities italiennes, pour produire de l'hydrogène vert à partir de nos éoliennes en Italie. Là encore, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est un très très beau projet. L'Italie est un pays qui n'a pas le même mix que la France, et il y a beaucoup d'émissions à compte, parce qu'ils ont beaucoup encore de centrales à lignite, à charbon. Et donc là il y a un grand enjeu pour nous de décarboner, et l'hydrogène est vraiment, je suis convaincu, ce qui va permettre d'accélérer la transition énergétique. Merci Mathias. Du coup, on vient de parler d'évolution du mix. Je voudrais parler aussi changement culturel avec vous, Gérard. Quand on est CDO d'Engie, c'est facile de faire bouger une vieille société de la vieille énergie vers un monde plus digital et plus efficace. Je vais demander une augmentation. Non, dire que c'est facile, ça serait, comment dire, ça serait vraiment pas très honnête. Non, c'est forcément un petit peu compliqué. Voilà, surtout que Engie, c'est 25 business units. Bon, là, on est en train de changer d'organisation, mais bon, ça reste quand même un groupe très décentralisé. Et donc, c'est compliqué de transformer un même métier partout dans le monde en même temps. Dans les exemples que je citais tout à l'heure, il faut qu'on soit capable de déployer ces technologies de partout et en même temps. Et le Not Invented Here est quelque chose de très auquel les entités d'Engie sont très attachées. Donc un truc qui vient d'en haut, c'est jamais le bienvenu. Alors la façon dont on s'y prend et qui réussit pas trop mal quand même, elle porte sur trois points. Le premier point, c'est il y a des choses qu'il faut faire en bottom-up. Et ce qu'il faut faire en bottom-up, c'est vraiment tout ce qui tourne autour finalement de la stratégie digitale, de la stratégie data, de la gouvernance des données, de la qualité de ces données et surtout de l'émergence des cas d'usage. Ça, c'est important de le faire dans une logique du business vers la technologie et pas dans l'autre sens. Et donc, ça nécessite bien évidemment j'y viendrai, c'est le troisième point, d'avoir une organisation basée finalement sur le management de communauté. Ça, c'est le premier point. Et en parallèle, nous, c'est un choix qu'on a fait sur la partie technologique. En revanche, de choisir des technologies en top-down, c'est-à-dire finalement de développer des technologies soit digitales, donc on a une dizaine de plateformes métiers qui ont été développées globalement par une entité qui s'appelle Engie Digital. Et les premiers exemples que je citais sur le traçage, par exemple, de la décarbonation chez nos clients, ça, c'est une plateforme qui est développée centralement et qui est mise à la disposition et qui est utilisée par nos business units auprès de leurs clients. Sur la data, de façon à être en capacité non pas seulement de stocker de la data un peu de partout, mais surtout de la partager et de pouvoir entraîner des algorithmes, de pouvoir créer des nouveaux usages, des nouveaux cas d'usage. Il a été très important, nous, d'avoir une plateforme unique de data
dans le cloud. Alors, ce n'est pas celui de mon voisin, c'en est un concurrent que je ne citerai pas, mais voilà. Donc, mais c'est... ben voilà. Mais on a aussi du Microsoft. Mais en revanche, sur la data, bon, on a choisi un autre partenaire de façon à là aussi, en top-down, de pouvoir avoir la même technologie, la même plateforme de partout. Et puis le troisième pilier de cette transformation, je l'ai un peu cité, c'est les communautés. On a aujourd'hui plus de 2000 spécialistes, voire presque 3000 maintenant spécialistes du digital et de la data dans tous nos pays. Ça va de Chief Digital Officer locaux, hein, des Chief Data Officers, des Data Engineers, des Data Scientists, etc., des développeurs. Et donc, il est très important. Ils appartiennent hiérarchiquement chacun à leurs entités locales. Ils ne sont pas tous les Chief Data Officers ou les Data Scientists ne sont pas rattachés. Moi, j'ai une équipe de 5 personnes, hein, donc c'est tout petit. Mais en revanche, voilà, il y a une animation, un management de communauté, c'est plus qu'une animation, qui est très très forte. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un événement de type communauté, soit à vocation managériale, hein, c'est-à-dire pour vraiment piloter l'avancement d'un projet, d'un déploiement de technologie, d'une adoption de cas d'usage, ou des communautés plus centrées sur du partage de pratiques, par exemple entre des data scientists, etc. Voilà, donc du bottom-up, sur la partie usage, du top-down sur la partie technologique, et pour mettre de l'huile dans tous ces rouages, du management de communauté. Voilà ma secret sauce. Merci Gérard. Au sujet d'optimisation des systèmes, là je vais me tourner vers Mathias. Vous pouvez nous parler d'Opta pour optimiser le yield? On revient sur le yield management, sur ce qui est éolien et renouvelable. C'est assez intéressant parce que j'écoutais avec intention l'exposé de Gérard, hein, sur ces systèmes. Alors nous, on a développé des systèmes à notre échelle, plus petits, mais ce qui est sûr, c'est que notre conviction, c'est que pour être un gérant d'actifs, de plus en plus, il ne suffira pas d'être un pur financier. Il va falloir pouvoir apporter de la valeur ajoutée, y compris opérationnelle, aux sociétés dans lesquelles on investit. Et donc, on a développé pour l'ensemble de nos actifs renouvelables qui sont répartis à la fois sur l'Europe, de la Scandinavie jusqu'au sud de l'Europe, ou en Amérique du Nord et en Amérique latine, deux outils que l'on a combinés dans un projet qui s'appelle Opta. Un qui collecte toutes les données de nos SCADA, donc toutes les données opérationnelles de nos éoliennes à travers une CRM qui s'appelle Greenbyte, qui est assez connue. Et le deuxième, c'est un software, un logiciel d'une start-up qui s'appelle Petsapar, qui en fait récupère toutes les données des marchés financiers. L'idée, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, notre métier, c'est finalement d'acheminer les capitaux issus de l'épargne mondiale et de réduire le coût du capital vers les industries que l'on a décidé dans lesquelles on décide d'investir, et en particulier les renouvelables. Les renouvelables sont nés de la volonté des États de subventionner cette technologie en mettant des tarifs fixes qui permettaient finalement à des investisseurs financiers d'investir comme le ferait un industriel sans prendre de risques. Ceci dit, c'est fini. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y aura de moins en moins de tarifs garantis. Les renouvelables deviennent une vraie industrie. Et donc, pour des gens comme nous, il est extrêmement important de nous doter d'outils qui nous permettent d'analyser, d'abord d'être les plus efficients possibles en matière de production d'énergie. Et donc, on utilise les données à travers Greenbyte pour optimiser le fonctionnement de nos éoliennes, hein, de faire de la maintenance préventive, de détecter effectivement lorsque finalement la production d'énergie ne correspond pas à la courbe de puissance, eh bien, d'en détecter l'origine. Ça nous permet de négocier avec finalement les fabricants de turbines qui en font la maintenance également, qui évidemment ont un rapport d'asymétrie d'information qui leur permet donc finalement d'optimiser, de gagner de l'argent sur nous, et donc d'être de plus en plus productifs pour nous rapprocher de la performance d'opérateurs comme Engie. Le deuxième élément, c'est que nous sommes donc de plus en plus exposés aux risques de marché. Donc nous investissons dans des éoliennes qui sont en risque de marché. Donc nous opérons sur les marchés internationaux d'énergie et on doit être capable sur notre portefeuille de couvrir l'énergie que l'on produit
de manière le plus optimum possible, non pas éolienne par éolienne, mais de manière combinée avec un effet portefeuille. Et donc finalement, en combinant ces deux outils, on permet à la fois d'être extrêmement performant en termes opérationnels, de réduire nos coûts d'exploitation, nos coûts de maintenance, de mieux prédire nos productions d'énergie en couplant éventuellement avec des données météo, et enfin finalement, et c'est un peu le but recherché, le but ultime, d'être capable de donner à nos investisseurs ce qu'on appelle une value at risk. Nos investisseurs, c'est souvent des assureurs de caisses de retraite qui ont besoin en fait de pouvoir appréhender un risque. Alors un risque sur le marché de l'énergie, c'est très compliqué. En revanche, ce sont des gens qui sont habitués aux statistiques, et si on arrive à extrapoler ce qu'on appelle une value at risk, c'est-à-dire un risque qui ressort de l'ensemble de leur investissement, de leur portefeuille d'investissement, on parle un langage qui permettra justement qu'ils continuent à investir de manière à un coût capital très bas, en tout cas dans les énergies renouvelables et peut-être demain dans l'hydrogène. Merci Mathias. C'est une très belle illustration d'à quel point la richesse de l'information est en fait la clé de la réussite et la clé du succès. Antoine, vous avez envie de nous faire rêver avec les nouvelles sources d'information, des choses qu'on n'imagine même pas, nous donner un petit peu le vertige là, avec ce qui vient de votre satellite. Enfin, ce n'est pas les vôtres, mais... Donc oui, nous, on ne fabrique pas des satellites, on utilise des données existantes. En fait, on peut à peu près tout voir, parce que il y a une fréquence de satellites, il y a des types de capteurs, que ce soit du radar actif, de la microwave passif, de l'optique, de l'hyperspectral. On récupère aussi les données de géolocalisation des portables, donc on sait combien il y a de personnes dans cette pièce, on sait... on peut savoir tout ce qu'on veut, et en fait, ça a un impact économique. On ne fait pas de défense, on ne fait que du commercial. Mais en fait, pour un investisseur, il est capable de comprendre en temps réel l'état de tous ses actifs au niveau mondial, et surtout de challenger le reporting des sociétés qui, ce qu'on peut voir, est généralement assez différent de la réalité. Donc c'est un outil d'engagement pour les investisseurs, c'est un outil de contrôle et de mise en place de taxation qui seront portés sur les pollueurs et non sur les consommateurs, contrairement à ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc c'est quand même un changement fondamental dans la façon dont on pourra gérer la transition énergétique. On passe d'un système où on essaye quelque chose et on regarde 3-4 ans après ce qui se passe, à un système où on est capable de voir en temps réel ce qui se passe, y a-t-il une réduction réelle des émissions, quels sont les comportements des acteurs, et finalement d'avoir un vrai impact. Aujourd'hui, notre capacité de détection du méthane, on sait qu'en 2 ans, on peut éliminer l'équivalent de 15 millions de voitures sur les routes. Il n'y a rien de comparable aujourd'hui. C'est quelque chose qui est facile à faire. Il suffit d'une décision de la Commission européenne et de l'État français. On pousse pour ça. Mais voilà, c'est devant nous. On est capable de le faire. Et c'est ça qui va enclencher une vraie réduction. Aujourd'hui, il n'y a pas de réduction au niveau global des émissions. On les baisse chez nous et elles augmentent ailleurs. On casse cette problématique de fuite des émissions. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée chez Kairos de pouvoir, grâce au support des caisses d'épargne notamment, d'être une société française qui va changer la façon dont on fait la gouvernance de la transition énergétique. Merci, c'est assez vertigineux. Marlène, vous pouvez nous dire comment un opérateur qui finalement est un opérateur constructeur s'inscrit dans cet aspect de système avec vos partenaires et dans cette évolution de tous ces mix en évolution rapide? Alors nous, donc pour remettre le cadre, donc nous on fabrique l'électrolyseur on fabrique l'objet qui va fabriquer l'hydrogène. On fait partie du système. On discute avec Engie, on fait partie du système global d'électricité. On est obligé d'être intégré de toute façon. On va produire de l'électricité, donc on va s'inscrire dans ce mix-là. La technologie que l'on a, elle est particulière parce qu'effectivement, elle offre un rendement plus élevé, mais elle a aussi cette autre particularité d'être réversible, même si elle a besoin d'être maturée. Donc ce que j'expliquais auparavant, qui est, vous prenez de l'eau et vous en faites de l'hydrogène et de l'oxygène. En fait, l'inverse pratiquement peut être possible. Vous prenez de l'électricité et vous pouvez la convertir en hydrogène. Donc ça, c'est un système. C'est un système en fait qui se construit et qui doit se travailler, qui n'existe pas encore, mais c'est quelque chose sur lequel en fait on travaille et qui va pouvoir se développer dans le futur. Merci Marlène. On commence à être presque au bout de notre temps, mais il nous reste une question et là on va revenir dans le sujet dans lequel on vit depuis 18 mois.
Bernard, le Covid nous a conduit à changer nos habitudes. Vous pouvez nous raconter quelques chiffres, parce que quand on a préparé cet événement, sur les minutes passées sur Teams, des faits concrets chez Microsoft que vous pouvez voir? Oui, c'est vrai que la croissance a été absolument vertigineuse, hein, entre mars et juin 2020. On a multiplié le nombre de minutes par pratiquement un facteur 9. Donc évidemment, ça veut dire énormément de demandes au niveau de l'infrastructure sous-jacente, dans une période qui était paradoxalement une période où c'était déjà difficile de réussir à récupérer des équipements qui, pour la plupart d'entre eux, sont fabriqués en Chine, alors que la Chine était elle-même confinée. Donc ça a été une période, on va dire, un peu particulière, où là, il a fallu effectivement faire de l'optimisation de ressources. Donc ça nous a conduit effectivement à changer de manière assez significative l'architecture du produit. On a eu parallèlement énormément de demandes en matière de sécurité, en matière de respect de la vie privée, parce qu'évidemment, à partir du moment où les usages se généralisent, aujourd'hui, on a 145 millions d'utilisateurs de Teams chaque jour. Donc ça commence à faire beaucoup. Il y a 500 000 entreprises qui utilisent Teams au quotidien. Et donc elles nous ont beaucoup demandé en matière de capacité, par exemple, à déterminer dans les flux d'informations échangées quelles sont les données de nature confidentielle qui doivent absolument être protégées, chiffrées de bout en bout. Et donc ça fait partie des fonctionnalités qu'on a rajoutées au fur et à mesure, tout en étant capable d'utiliser de manière plus intelligente l'infrastructure. Donc on a par exemple modifié complètement les codecs vidéo pour être capable à la fois de consommer moins d'énergie, mais surtout de consommer moins de bande passante et de nécessiter moins de ressources au niveau des serveurs. Et donc ça a été effectivement une aventure intéressante qui bien sûr a porté la croissance de Microsoft, ça va de soi, mais a aussi permis à beaucoup d'entreprises de continuer de fonctionner. Parce que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient malheureusement dû pratiquement arrêter tout fonctionnement si elles avaient dû faire en sorte que tous leurs collaborateurs restent à la maison sans pouvoir rien faire. Donc ça a changé énormément l'économie, les usages. Et on pense qu'en quelques mois, on a fait des transformations en matière de digitalisation des entreprises qui représentent quelques années. Donc en fait, on a compressé le temps, en même temps qu'on compressait l'espace, à travers la capacité finalement de pouvoir travailler depuis n'importe quel lieu. Ce sera le mot de la fin. Et Natixis vous dit merci de nous avoir accompagnés, parce qu'on a été aussi des gros utilisateurs pour continuer d'accompagner nos clients dans ces périodes difficiles. Eh bien, merci à tous, merci à nos intervenants, merci à tous les...